Bonsoir à tous. Je continuerai dans ce que vient de développer Monique Castillo sur la question du symbole, sur la question du mythe et sur la question du langage, parce que finalement, dans toutes les activités, que ce soit celles de l'entreprise ou dans notre vie quotidienne, nous avons d'abord affaire à un problème, je dirais, de langage et d'interprétation. Car il s'agit de ne pas se tromper de réalité et il s'agit de ne pas se tromper d'outils pour appréhender ce qui est en train de nous arriver. Que l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que notre monde est devenu de plus en plus problématique, au sens de problématisation. Et que l'important n'est pas tellement la réponse, mais de revenir à la question pour savoir si finalement la question est bien posée, revenir à la source. Je donnerai une citation de Paul Ricoeur, philosophe français, qui dit qu'il s'agit de préparer les gens à entrer dans un univers problématique, me paraît être la tâche de l'éducateur moderne. Donc préparer les gens à entrer dans un monde devenu de plus en plus problématique, dans la mesure où nos routines ne cessent d'être remises en cause, nos systèmes de croyances ne cessent d'être remis en cause, et il s'agit d'appréhender toujours la réalité à partir d'un système de croyances. Un système de croyances dans le management produit des systèmes et des théories de croyances. L'entreprise produit de la croyance, les religions produisent de la croyance, la culture produit de la croyance, et c'est à partir de ces systèmes de croyances qui sont eux-mêmes établis à travers un long processus de tradition interprétative que nous interprétons le monde. Nous interprétons le monde toujours à partir de nos présupposés, et j'essaierai de vous donner quelques éléments, et en tout cas de principes sur l'herméneutique, comment l'herméneutique en tant que discipline philosophique qui est à la fois un art de l'interprétation, mais qui est aussi un aspect normatif de théorie de l'interprétation, comment l'herméneutique peut nous aider à penser aujourd'hui l'idée de la formation. La question, c'est comment penser la tâche de l'enseignement et de la formation dans un monde en crise, puisque nous assistons à un éboulement du monde et que les anciens repères ne fonctionnent plus et que les outils pour appréhender ce qui est en train de nous arriver ne sont pas encore présents. Donc nous sommes véritablement dans une mutation où toutes les grandes théories sur lesquelles nous avons élaboré nos propres systèmes de représentation sont en crise. Donc il faut prendre la crise comme une chance pour repenser ce qui est en train de nous arriver, pour ouvrir de nouveaux horizons. Donc comment penser l'éducation dans une culture elle-même en crise? Alors, mon plan se fera en deux parties très brièvement. J'essaierai d'exposer quelques éléments de cette crise, et notamment de cette crise à partir de la raison, et ensuite l'herméneutique et son apport. La première crise que nous traversons, c'est d'abord une crise du savoir. On a une remise en question de l'idéal des Lumières, selon lequel le savoir pouvait amener une valeur sociale émancipatrice. Ce n'est plus le cas. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le savoir peut produire aussi de l'aliénation. La deuxième crise que nous traversons, c'est une crise des fondements de la connaissance. Aujourd'hui, dans la philosophie et ailleurs, on ne peut plus assurer de manière fondationnelle et de manière avec une certitude absolue nos connaissances. Donc nous sommes entrés dans un monde où il va falloir gérer de plus en plus l'incertitude. L'incertitude devient le paradigme à partir duquel nous sommes et nous allons travailler. Cette crise des fondements, cette crise de la raison se trouve, en tout cas la raison se trouve dans une espèce d'incertitude durable, et on le voit bien aujourd'hui que la raison... je viens de France, simplement pour vous donner un élément, pour vous montrer un peu comment nous fonctionnons à travers des systèmes de représentation. Et nous avons tout un mouvement qui est en train de se propager en France sur la question de l'identité, sur la représentation de l'identité, qu'est-ce que nous sommes. Et cette construction de l'identité se construit notamment à partir tout d'un processus qu'on appelle l'islamophobie. Ben, vous pouvez apporter toutes les études que vous voulez pour montrer que l'islam ne pose pas de problème, que la pratique des musulmans n'est pas plus grande ou moins grande que celle des catholiques, qui a peut-être un phénomène d'islamisation, mais aussi un phénomène de désislamisation, qu'il y a 2% qui posent un problème par rapport aux 98%, ce n'est pas suffisant. Il va falloir se poser la question pourquoi la raison échoue face à ce système de représentation. C'est que tout simplement, c'est une question d'imaginaire, d'un choc des imaginaires et du mythe. Et que le mythe est très important, que les entreprises véhiculent du mythe, que les sociétés produisent des mythes, et que face à un mythe, la raison, pratiquement aujourd'hui, elle peut essayer de l'analyser, mais pour contrer un mythe,
la raison est insuffisante. Pour contrer un mythe, il faut proposer un autre mythe. Et donc, d'où la notion du mythe comme un élément de langage et de croyance qui donne des représentations pour que les gens puissent en tout cas se mouvoir. Cette crise du savoir, elle s'établit aussi à partir d'un morcellement et d'une multiplication infinie de connaissances. Et cette infinité de connaissances est démultipliée par les technologies numériques qui affectent la possibilité d'une connaissance de la connaissance, mais d'une connaissance de nous-mêmes et du rapport au monde. Vous voyez, donc c'est vraiment un problème dans la mesure où certains vont parler d'une pathologie du savoir. Pourquoi? Parce que ce progrès de la connaissance, cette information qui a des effets, peut avoir des effets pervers, puisque nous assistons à une mutilation du savoir qui va engendrer un nouvel obscurantisme au cœur du savoir, c'est-à-dire qu'on a une perte du général et on a une perte du global. Nous vivons et la manière dont nous allons nous projeter. Et c'est là que finalement nous avons des éléments aussi qui vont accélérer le processus, qui est une crise de la raison pratique. Et cette crise de la raison pratique, elle passe à la fois par un pluralisme qu'il s'agit d'appréhender, par un relativisme et par une montée de l'individualisme, dans la mesure où on se dit à chacun ses opinions, à chacun ses valeurs, tu me respectes, je te respecte, et ainsi va la vie. Donc comment, lorsque vous êtes enseignant, lorsque vous êtes formateur, vous devez à partir, en tout cas, de ces éléments. Alors, face à ça, il y a deux écueils à éviter. C'est le piège de la récrimination. Les élèves n'apprennent plus rien, c'est plus comme avant, l'école ne forme plus, c'est plus là que ça se passe. Ça, c'est le premier élément à éviter. Le deuxième élément, c'est le consumérisme. C'est de faire de l'éducation une partie du système comme une espèce de consommation qui aboutit parfois à un technicisme, c'est-à-dire une partie du système contrôle généralisé, où l'enseignement consiste à rendre des humains beaucoup plus efficaces en termes de performance. Et l'herméneutique, elle est là, elle peut nous apporter des éléments, l'herméneutique, je vous disais que c'était aussi d'abord une théorie générale de l'interprétation, et qu'elle repose sur un certain nombre de principes dont je vais essayer d'aborder simplement deux ou trois. Un des premiers éléments, c'est que lorsque nous avons des données, lorsque nous avons à comprendre le monde, l'idée de la compréhension ne relève pas d'abord d'un élément, je dirais, épistémique, que la compréhension ou la connaissance n'est pas d'abord quelque chose qui relève, ou en tout cas ne relève pas uniquement de la connaissance. C'est d'abord un mode d'être. C'est un mode d'être au sens de l'ontologie, c'est-à-dire que notre rapport au monde, elle est conditionné par une culture et par une tradition. D'où l'importance de connaître la tradition dans laquelle nous nous trouvons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de compréhension, d'interprétation absolue. Ça n'existe pas. À partir du moment où on s'inscrit dans un langage, dans une tradition philosophique, dans une tradition religieuse, toute compréhension est médiatisée par la culture dans laquelle nous nous trouvons. Se rendre compte de ça, cela veut dire abandonner un point de vue absolu sur les choses et que nous rentrons dans un débat herméneutique, dans un débat d'interprétation, puisque chacun va partir à partir des présupposés et un certain nombre de préjugés. Il n'y a pas de compréhension sans préjugés, sans précompréhension. Et ces précompréhensions, par exemple la valeur du bien, la valeur du mal, la valeur même économique, etc., elle est donnée par une certaine culture et que la culture n'est jamais innocente. C'est-à-dire qu'aucune interprétation est innocente. Pourquoi? Parce qu'elle porte en elle-même ses propres présupposés. D'où le travail, me semble-t-il, et j'essaierai d'arrêter là, d'où le travail aujourd'hui de l'enseignant d'aider notamment les étudiants à être au courant de leurs propres présupposés, de leurs propres lunettes dans la manière dont ils regardent le monde. Nous avons fait un travail avec Hassan pendant 5 ans sur les systèmes de croyances. Et comment un système de croyances religieux vous donne un rapport au monde. Comprendre comment ce système de croyances s'est établi dans l'histoire et qu'il n'a pas toujours été ainsi, mais qu'il est le fruit d'une longue construction humaine, d'une longue construction en termes de sédimentation, vous permet de voir comment l'humain construit son rapport au monde et comment l'humain construit sa propre vérité. Et comment la vérité naît dans l'histoire et comment elle se construit, faire une archéologie du sens. Donner aux étudiants la possibilité de comprendre le monde dans lequel ils vivent et interroger notamment les croyances religieuses. Quand vous interrogez les croyances religieuses, les systèmes de croyances, vous interrogez ce qu'il y a de plus intime. Et quand vous êtes en capacité, je dirais, d'interroger ce que vous avez de plus intime, vous pouvez comprendre comment l'autre essaye, en tout cas, d'appréhender cela.
Ce que je voudrais simplement, et je terminerai là-dessus, je voudrais donner vraiment 4 éléments très importants que l'on retrouve notamment dans l'œuvre d'Edgar Morin en ce qui concerne l'enseignement. Il dit que le premier principe nous vient de Montaigne, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Le deuxième vient de Rousseau, dans Émile, je vais lui enseigner la condition humaine. Donc, faire que les différentes connaissances scientifiques, humanistes et artistiques puissent éclairer la condition humaine. Le troisième principe, il est aussi de Rousseau, il faut lui apprendre à vivre. Les arts, la poésie, les romans sont aussi une école de vie. La science n'est pas le seul mode d'accès au réel. La science n'est pas le seul mode d'accès à la vérité. Il existe d'autres langages qui sont tout aussi importants pour pouvoir accéder à d'autres formes de vérité. Le quatrième, c'est apprendre à être citoyen, ce qui entre autres doit passer par la connaissance de l'histoire, de la philosophie politique et des histoires, notamment de la production juridique. Je dis souvent qu'au Maroc et dans un certain nombre de pays musulmans, nous avons un excès de mémoire et un déficit d'histoire. Et je terminerai par le cinquième élément, le cinquième principe, qui est celui qui manque le plus peut-être à l'enseignement, c'est apprendre à affronter l'incertitude. Et je vous remercie.